vengeance silencieuse au monarcat espagnol. Oh! Appel à l'action initiale. Avant de vous plonger dans le scandale qui a paralysé la haute société de Madrid, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Appuyez sur la petite cloche pour ne pas manquer les histoires de justice les plus épiques. Un somptueux bal d'anniversaire s'est transformé en un procès public. La trahison d'un mari, Marcos Duran. Et le coup final, le discours cruel et victorieux de sa maîtresse, Elena Reyes, devant l'élite de la ville. « Maintenant il est à moi, Emilia », murmura-t-elle, montrant une bague de fiançailles avec un diamant aussi gros qu'une larme. « Et nous attendons un bébé. » Emilia Vega, l'épouse, resta seule, avec son monde brisé en morceaux au milieu des doigts accusateurs et du jugement silencieux. Il pensait qu'elle était détruite, qu'elle était vaincue. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la personne la plus silencieuse dans cette salle était sur le point de déchaîner un pouvoir si immense qu'il ferait non seulement taire ses ennemis, mais achèterait le sol même qu'il foulait. L'invitation était gravée sur un papier marbré épais, avec des lettres dorées. Monsieur et Madame Marcos Duran sollicitent le plaisir de votre compagnie pour célébrer 5 ans de mariage. Pour Emilia Vega, la tenir était comme tenir un mensonge magnifiquement élaboré. 5 ans. Les 2 premières avaient été un éblouissement d'amour, baigné de soleil, dans la vibrante Barcelone. Marcos, avec ses yeux bleus perçants et un sourire capable de désarmer n'importe quel prédateur corporatif, l'avait complètement captivé. C'était une étoile montante dans le monde de la finance mondiale, un homme d'ambition et de charme magnétique. Emilia, une historienne de l'art avec une passion discrète pour le portrait du siècle d'or espagnol, était sa contrepartie sereine. Leurs amis les appelaient le couple parfait, son élan, sa grâce à elle, son monde de chiffres et de risques, son monde de beauté et d'histoire. Mais la dernière année semblait différente. L'or avait commencé à se détacher, révélant quelque chose de froid et gris en dessous. Cela a commencé par de petits détails. Les nuits tardives au bureau qui ne sentaient pas le café rassis, mais un parfum écœurant et inconnu, quelque chose de floral et agressif, comme la cousine bruyante et effrontée d'un Chanel. Puis vinrent les appels téléphoniques à voix basse qu'il prenait sur le balcon, l'écran protégé de son portable, la distance émotionnelle qui ressemblait à un abîme s'ouvrant entre leurs lits king size. Emilia n'était pas naïve, mais elle croyait en l'engagement. Elle a essayé. Elle a suggéré une thérapie de couple. Il a dit qu'ils étaient trop occupés. Elle a prévu des week-ends romantiques au Pays Basque. Il avait une fusion de dernière minute à gérer. Elle a vu les signes, les petits drapeaux rouges qui, cousus ensemble, formaient un étendard de trahison. Cependant, elle s'accrochait à l'espoir que c'était une tempête, et non un changement climatique dans leur mariage. La fête d'anniversaire était l'idée de Marcos. Nous devons montrer à tous que nous sommes plus forts que jamais, Ellie, dit-il d'une voix trop brillante, sa main sur son dos avec un geste trop théâtral. Réserve le grand salon, la Serenissima, de l'hôtel El Monarca à Madrid. Nous ferons les choses en grand. Une célébration pour nous. Emilia savait ce que c'était vraiment. Une campagne de relations publiques. Les rumeurs commençaient à circuler dans leur cercle social d'élite. Les chuchotements la suivaient lors des déjeuners caritatifs. Elle recevait des regards de pitié au club de campagne. Marcos, toujours soucieux de son image, voulait étouffer les commérages avec une vague de champagne et d'extravagance. Il utilisait son mariage comme un bouclier pour sa réputation. Le soir de la fête, Emilia se tenait devant le miroir en pied dans son appartement palatial,
du quartier de Salamanca. Elle portait une robe en soie bleu saphir, faite sur mesure par un créateur espagnol qui s'assortissait à ses yeux. Son seul bijou était un collier de perles et ses alliances. Elle ressemblait à l'épouse corporative parfaite, élégante, sereine, intouchable, mais dans son estomac, il y avait un nœud de terreur. « Tu es éblouissante », dit Marcos, entrant dans le dressing. Il était déjà dans son smoking, ressemblant au maître de l'univers. Il lui baisa la joue, un contact sec et fugace. « Prête à les éblouir, Marcos ?» dit-elle, d'une voix douce mais ferme. « Nous allons bien ?» Il ajusta son nœud papillon, évitant son regard dans le miroir. « Bien sûr que oui. Pourquoi ne le serions-nous pas? Nous avons tout. Tout, sauf l'honnêteté, pensa-t-elle. Tout, sauf toi. » Finalement, il trouva ses yeux dans le reflet. Pendant une seconde, elle vit un éclat de l'homme qu'elle avait épousé, une lueur de culpabilité, de regret. Mais cela disparut aussi vite que c'était apparu, remplacé par un masque poli de confiance. « Ce soir, c'est pour nous, Emilia, » dit-il. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. « Ne gâchons pas tout. Souris. Nous avons une performance à donner. » Il a appelé ça une performance. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, brutal et honnête. Alors qu'il descendait dans l'ascenseur privé vers la voiture, Emilia ressentit un frisson profond. Elle marchait vers une scène. L'actrice principale d'une pièce dont elle pouvait pressentir la fin tragique, mais qu'elle n'avait pas encore lue. Le grand salon La Sérénissima les attendait, et avec lui, l'acte final et dévastateur de leur mariage. Le grand salon. La Sérénissima était un chef-d'œuvre d'opulence du vieux monde. Des lustres en cristal, chacun de la taille d'une petite voiture, laissaient couler la lumière sur une mer d'invités habillés de manière exquise. L'air vibrait de conversations polies, du tintement du cristal de baccarat et des douces mélodies d'un quatuor à cordes jouant du Vivaldi. Des serveurs en veste blanche impeccable se frayaient un chemin à travers la foule avec des plateaux de champagne et de canapés. C'était une scène de perfection calculée, tout comme Marcos l'avait prévu. Il était dans son élément, se déplaçant de groupe en groupe, serrant la main de magnates bancaires et riant avec les reines de la société. Emilia était à ses côtés, une ombre élégante. Son sourire était exercé et ses yeux ne trahissaient rien. Elle accepta les compliments sur sa robe, sur les impressionnants arrangements floraux, sur son beau mariage. Chaque mot d'éloge ressemblait à une petite pierre tranchante frappant son cœur. Elle parlait avec Doña Carmen de la Garza, l'indiscutable reine des abeilles de son cercle social, lorsque l'atmosphère dans la salle changea. Ce fut un changement subtil au début, une vague de chuchotements qui commença près de la grande entrée et se propagea dans la foule comme une contagion. Les têtes tournèrent, les conversations s'interrompirent. Emilia suivit le regard de tous. Debout dans la grande arche d'entrée, il y avait une femme qui était l'antithèse complète de l'élégance discrète d'Emilia. Elle portait une robe rouge Ferrari qui moulait chaque courbe, avec une fente qui montait dangereusement haut sur la cuisse. Ses cheveux étaient une cascade de boucles noires. Ses lèvres étaient peintes d'un rouge provoquant assorti. Elle était époustouflante, mais d'une manière qui criait pour attirer l'attention. Emilia ressentit un frisson froid et maladif de reconnaissance. Elle avait vu ce visage auparavant, sur une photo taguée sur les réseaux sociaux de Marcos, d'un voyage d'affaires à Marbella, une photo qu'il avait retirée précipitamment. C'était Elena Reyes. Elena scanna la salle avec le regard prédateur d'une panthère, ses yeux se posant sur Marcos.
Il était au milieu d'un rire avec le sénateur, mais le son mourut dans sa gorge. La couleur se vida de son visage, laissant une pâleur de panique pure. Pendant un moment, le maître de l'univers ressembla à un enfant terrifié, prit la main dans la boîte à biscuits. Elena commença à se déplacer dans la foule, un requin glissant dans l'eau. Les invités s'écartèrent pour elle, leur curiosité mêlée à un délicieux sentiment de scandale imminent. Elle ne regarda personne d'autre. Son attention était entièrement sur Marcos, et par extension, sur Emilia. « Marcos, chérie », ronronna-t-elle en arrivant à leur hauteur, sa voix suffisamment forte pour que tous ceux qui étaient proches l'entendent. Elle ignora complètement Emilia, plaçant une main parfaitement manucurée sur la poitrine de Marcos. « Je ne pouvais pas supporter l'idée que tu célèbres sans moi. » Les sourcils de Doña Carmen se levèrent. Le sénateur trouva soudain un besoin urgent de vérifier son portable. Le cercle autour d'eux s'élargit à mesure que les gens s'approchaient effrontément, désireux d'assister au carnage. « Elena » bégaya Marcos d'une voix tendue. « Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un événement privé. »« Je sais, » dit-elle, son sourire une ligne rouge. Elle passa le doigt sur son revers. « Mais notre relation n'est plus exactement privée, n'est-ce pas? Pas après Séville, ou la maison de campagne en Galice, ou cette charmante semaine à Ibiza. Chaque lieu qu'elle nommait était un voyage que Marcos avait prétendu être un week-end entre garçons, ou une retraite d'affaires vitale. Chaque mot était un poignard qui se tordait dans l'estomac d'Emilia. Les chuchotements autour d'elle devinrent plus forts. Ce n'était plus une fête, c'était une exécution publique. Emilia resta figée, une statue de marbre au milieu du chaos. Elle pouvait sentir des centaines d'yeux sur elle, observant, attendant qu'elle s'effondre, qu'elle crie, qu'elle pleure. Elle ne fit aucune de ces choses. Une étrange calme glaciale s'empara d'elle. La douleur était immense, une douleur physique dans la poitrine. Mais quelque chose d'autre surgissait à côté, une rage froide et clarifiante. Finalement, elle regarda son mari. Elle le regarda vraiment. La panique dans ses yeux n'était pas pour elle, ni pour leur mariage. C'était pour sa réputation, son image méticuleusement élaborée, en train d'être brûlée sous ses yeux. Il ne la regardait pas. Il regardait Elena, un regard frénétique et suppliant qui disait « Pas ici, pas maintenant ». Ce regard dit à Emilia tout ce qu'elle avait besoin de savoir. L'espoir auquel elle s'était accrochée bêtement s'évapora. Ce n'était pas une tempête. Le climat avait changé pour toujours, et elle se tenait au cœur glacé d'un nouvel hiver désolé. Elena dirigea enfin son attention vers Emilia. Ses yeux, sombres et triomphants, parcoururent la robe de saphir d'Emilia avec mépris. « Alors c'est toi l'épouse, » dit-elle, avec son ton dégoulinant de sympathie feinte. « Emilia, Marcos m'a tellement parlé de toi. C'est un plaisir de rencontrer enfin la femme que je remplace. » Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Le silence qui remplit le grand salon était dense et lourd, rompu seulement par les chuchotements frénétiques et excités des invités. Elena Reyes avait capturé son public, et elle se délectait clairement sous les projecteurs. Me remplacer? La voix d'Emilia fut étonnamment ferme, une note basse et claire dans la cacophonie des commérages. Ce ne fut pas le cri hystérique que la foule avait attendu. Le sourire d'Elena s'élargit, une courbe cruelle et autosatisfaite. Ne fais pas l'idiote, c'est inconvenant. Toute cette farce. Elle agita une main dédaigneuse, montrant la salle opulente. C'est fini. Marco et moi sommes amoureux. Marcos, trouvant finalement un peu de sa voix, tenta d'intervenir. Elena, ce n'est ni le moment, ni l'endroit.
Il tendit la main pour attraper son bras, mais elle se dégagea. « N'ose pas » lui siffla-t-elle, sa voix un murmure venimeux qui se propageait encore dans l'air chargé. « N'ose pas me manipuler. Plus maintenant. J'ai fini d'être ton petit secret sale. J'ai fini d'attendre dans des hôtels pendant que tu joues au mari dévoué. » Elle se tourna vers Emilia, ses yeux brillants de la malice d'une victorieuse. C'était son moment, l'aboutissement de moi, peut-être d'années d'intrigue. Elle n'était pas seulement ici pour réclamer Marcos. Elle était ici pour effacer Emilia. « Il ne t'aime pas, tu sais » continua Elena, s'approchant, envahissant l'espace personnel d'Emilia. « Il peut te respecter. Il peut avoir de l'affection pour toi comme on a de l'affection pour un vieux fauteuil confortable. Mais il ne te désire pas. Il ne l'a pas fait depuis des années. Il vient à moi pour la passion, pour la vie, pour une femme qui comprend ce dont a besoin un homme comme lui. » Emilia resta silencieuse, sa posture impeccable. Elle soutint le regard d'Elena, refusant de lui donner la satisfaction de le détourner. À l'intérieur, son cœur martelait contre ses côtes, chaque battement un rappel douloureux des 5 années qu'elle avait consacrées à un homme qui était maintenant là, paralysé, tandis qu'elle était démantelée systématiquement en public. Tu te demandes probablement « Pourquoi maintenant ?» dit Elena, baissant la voix à un ton conspirateur mais théâtral. « Pourquoi ai-je choisi ce soir, ta soirée spéciale, pour faire mon entrée ?» Elle fit une pause pour un effet dramatique, laissant l'anticipation monter. Puis, lentement et délibérément, elle leva sa main gauche. À son annulaire, il y avait un énorme diamant canari, si gros et criarde qu'il semblait appartenir à une exposition de roches volcaniques. C'était un contraste évident et scandaleux avec l'élégant et discret ensemble de mariage en platine d'Emilia. « Marcos m'a demandé de l'épouser la semaine dernière à Paris », annonça Elena. Un halètement collectif parcourut la salle. « Il a juste attendu le bon moment pour te le dire. » Marcos semblait livide. « Bella, ce n'est pas... Nous ne l'avons pas... »« Tais-toi, Marcos !» lança Elena sans même le regarder. « Ne sois pas lâche maintenant !» Elle regarda à nouveau Emilia. Son expression, un mélange toxique de pitié et de triomphe, et puis elle asséna le coup final dévastateur. « Il y a plus !» dit-elle, plaçant une main protectrice sur son ventre plat. Un geste universellement compris. La vraie raison pour laquelle nous ne pouvons plus nous cacher. La raison pour laquelle tu dois t'effacer. Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. Si la bague de fiançailles avait provoqué un halètement, cette nouvelle fit détonner une onde de choc dans tout le salon. C'était l'échec, et mat définitif, et irréfutable. Une liaison était un scandale, un divorce, une tragédie. Mais un bébé était un nouveau départ, une nouvelle dynastie, et cela transforma Emilia en un instant en une relique du passé. Elena se pencha, sa voix maintenant un murmure sibilant destiné uniquement à Emilia. Mais son expression triomphante était pour que tout le monde la voie. « Il est à moi et à moi, Emilia. L'homme, l'avenir, la famille, tout est à moi maintenant. Tu as perdu. Signe simplement les papiers, accepte ta pension alimentaire et disparais avec grâce. C'est la seule chose qu'il te reste. » Pour la première fois, le calme d'Emilia vacilla. Ses yeux clignotèrent avec une douleur profonde et transcendante. Le bébé, c'était la seule chose qu'elle et Marcos avaient essayé d'avoir. Le seul rêve qui ne s'était jamais matérialisé. Une source de douleur silencieuse et privée pendant des années. Et à cette femme, à cette étrangère, cela avait été donné si facilement. La douleur était si aiguë, si aveuglante, qu'elle faillit la faire tomber à genoux.
Elle sentit le monde s'incliner. Les visages des invités se brouillaient en une tapisserie grotesque de jugement et de curiosité morbide. Elle avait perdu. Helena avait raison. Elle avait tout perdu. Tous les yeux dans le grand salon La Serenissima se dirigèrent de la maîtresse triomphante vers l'épouse humiliée, et finalement, vers l'homme coincé entre elles. Le silence était absolu. C'était le moment de vérité. Chaque personne dans cette salle, du PDG, le plus puissant à la plus jeune socialite, retint son souffle, attendant de voir comment Marcos Duran réagirait. C'était un creuset, et son caractère était sur le point d'être mis à l'épreuve de la manière la plus publique imaginable. Emilia regarda son mari, une supplique silencieuse dans les yeux. Ce n'était plus une supplique pour qu'il revienne avec elle. Ce navire venait d'être torpillé et coulé. C'était une supplique pour un fragment de dignité, pour les 5 années qu'ils avaient partagées, pour les vœux qu'il avait autrefois faits. Niella suppliait ses yeux. Si ce n'est pas pour moi, alors pour le souvenir de ce que nous étions, ne permets pas que cela finisse ainsi. Marcos croisa son regard, et dans 7 secondes fugaces, elle vit son âme mise à nu. C'était un homme se noyant dans ses propres décisions, étouffé par les conséquences de sa faiblesse. Il vit la femme qui avait été à ses côtés. Elle avait soutenu ses ambitions et avait créé un sanctuaire de paix pour lui. Et il vit la femme qui lui offrait l'émotion enivrante de la nouveauté, la validation de son obsession. Et maintenant, l'héritier qu'il avait secrètement désiré. Il rompit le contact visuel avec Emilia en premier. Il se tourna vers Helena. Son expression passa de la panique à une résignation fatiguée et réticente. Il lui prit la main, celle au diamant jaune criard, et la serra. Ce ne fut pas un geste de passion, mais de reddition. Puis il fit face à la foule silencieuse qui observait. Il s'éclaircit la gorge, le son anormalement fort dans la salle. « Je vous présente mes excuses à tous pour cela », commença-t-il, la voix tendue. Il essayait de projeter l'image d'un homme prenant le contrôle, mais il sonnait seulement comme un animal acculé. C'était censé être une affaire privée. Il se tourna vers Emilia, et ses paroles, quand elles arrivèrent, furent plus froides et cliniques que n'importe laquelle des moqueries d'Helena. « Emilia, dit-il, refusant de regarder ses yeux, mais regardant un point par-dessus son épaule. Helena a raison. Notre mariage ne fonctionne plus depuis longtemps. Nous avons vécu des vies séparées. J'ai été malheureux. » Ils réécrivaient leur histoire en temps réel, la peignant comme une participante à l'échec de leur mariage, transformant cela en une décadence mutuelle au lieu de sa trahison singulière. Il s'absolvait. « Je ne voulais pas que cela se passe de cette façon, » continua-t-il, la fausse sincérité dégoulinant de chaque mot. « Je voulais te le dire en privé, avec respect. J'allais le faire, mais les choses se sont accélérées. » Il regarda le ventre d'Helena. « Il y a de nouvelles responsabilités que je dois considérer. » Il choisissait le bébé. Il choisissait l'avenir qu'Helena représentait. Et ce faisant, il effaçait le passé qu'il partageait avec Emilia. « Je pense qu'il vaut mieux si nous gérons cela en silence, » dit-il. L'audace de la déclaration stupéfia Emilia jusqu'à l'immobilité. Il demandait un divorce tranquille au milieu d'un spectacle public qu'il avait lui-même orchestré. « Je demanderai à mon avocat, M. Soto, de contacter le tien demain matin. Je te souhaite tout le meilleur, Emilia. Vraiment. » Ce fut un renvoi, un paquet d'indemnités de licenciement corporatif livré avec une apparence creuse de courtoisie professionnelle. Non seulement il ne l'avait pas défendu, mais il s'était activement rangé du côté de sa tortionnaire et l'avait jeté publiquement.
Il avait validé chaque mot cruel qu'Helena avait prononcé. La foule éclata en un déluge de chuchotements scandalisés. Doña Carmen regarda Emilia avec une expression de pure, inaltérée pitié, un regard qui fut plus insultant que n'importe quel mépris. Emilia se sentit totalement et absolument seule. Elle était un fantôme à sa propre fête, une note de bas de page dans l'histoire de Marcos Duran et de sa nouvelle famille. Helena glissa son bras possessivement sous celui de Marcos, posant sa tête sur son épaule. Elle regarda Emilia par-dessus son smoking, ses yeux brillants d'une victoire absolue et incontestable. Elle avait gagné. Elle avait tout pris. Emilia exhala enfin un souffle qu'elle ne s'était pas rendu compte avoir retenu. La douleur était toujours là, un noyau chauffé à blanc dans sa poitrine. Mais la rage froide et clarifiante d'avant commençait à se cristalliser en quelque chose de plus dur, quelque chose de plus tranchant. C'était le calme d'une personne qui a finalement touché le fond et réalise qu'il n'y a pas d'autre chemin que de remonter. Elle fit un seul signe de tête, presque imperceptible. Elle ne pleurerait pas, elle ne crierait pas, elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Elle avait perdu son mari, son mariage et sa dignité en l'espace de 10 minutes. Mais alors qu'elle était là, isolée et exposée, elle fit un vœu silencieux dans son âme qu'elle ne se perdrait pas elle-même. Juste au moment où Marcos se tournait pour emmener Helena, comme pour guider sa nouvelle vie hors des décombres de la précédente, une nouvelle présence se fit remarquer. Ce ne fut ni bruyant ni dramatique. Ce fut un changement dans l'air, une altération de la force gravitationnelle de la salle. 2 hommes se tenaient près de l'entrée du salon où Helena avait fait ses grands débuts. Ils n'étaient pas là quelques instants auparavant. Ils étaient plus âgés, vêtus de costumes immaculés et conservateurs de Savile Row, qui chuchotaient la richesse au lieu de la crier. Ils restaient avec une immobilité inquiétante, leur autorité tranquille coupant l'énergie chaotique de la salle. L'homme devant avait une 60aine d'années, avec une crinière de cheveux argentés et des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver. Perçant, intelligent, et à ce moment-là, rempli d'une fureur glaciale. Il avait une présence qui faisait que les PDG et les sénateurs se recroquevillaient. C'était un homme habitué à être la personne la plus puissante dans n'importe quelle pièce où il entrait. C'était Don Arturo Vega. À ses côtés et légèrement derrière se tenait un homme plus jeune, clairement son fils, avec les mêmes yeux pénétrants, mais une carrure plus athlétique et une mâchoire serrée dans une ligne de rage protectrice. Il semblait qu'il pouvait démanteler une acquisition hostile ou un homme avec la même facilité. C'était Julian Vega, père et frère d'Emilia. Ils n'étaient pas sur la liste des invités. Emilia leur avait spécifiquement demandé de ne pas venir. Sa famille, les Vega, était notoirement réservée. C'était une dynastie de vieil argent de Bilbao, leur empire construit sur des générations dans la logistique maritime et le capital investissement. Leur richesse était silencieuse, vaste et profondément intégrée dans les fondations du commerce mondial. Ils ne l'étalaient pas. Ils n'assistaient pas à des fêtes frivoles. Ils valorisaient la vie privée et l'intégrité par-dessus tout. C'est pourquoi le mariage d'Emilia avec l'ambitieux Marcos Duran, le nouveau riche, avait toujours été un point de préoccupation silencieuse pour eux. « Nous ne voulons pas nous immiscer dans ta vie, chérie, » avait dit son père. « C'est ton monde, mais si jamais tu as besoin de nous, nous sommes à un appel de distance. » Elle n'avait pas passé l'appel, mais quelqu'un avait dû le faire. Peut-être son assistante Clara, qui était avec elle depuis des années et était férocement loyale. Peu importait. Ils étaient là. Les yeux de Don Arturo Vega parcoururent la salle,
assimilant la scène avec un calme analytique exercé. Il vit la maîtresse triomphante accrochée au bras de son gendre. Il vit les regards de pitié et de jugement des invités. Et il vit sa fille debout seule, sereine et entière, mais avec un univers de douleur dans les yeux. Son expression se durcit. La fureur dans ses yeux se solidifia en quelque chose de froid et d'absolu. Ils commencèrent à marcher vers l'avant. Tout comme Helena, ils se frayèrent un chemin à travers la foule, mais pour une raison complètement différente. Les gens ne s'écartaient pas de leur chemin pour mieux voir un scandale. Ils s'écartaient par un sens instinctif, presque primaire, de déférence. Les chuchotements ondulèrent à nouveau dans la salle, mais ceux-ci étaient différents. « Est-ce que Don Arturo Vega ?» murmura un gestionnaire de fonds à sa femme. « Arturo Vega? Qu'est-ce qu'il fait ici? Je pensais qu'il ne quittait jamais Bilbao, » chuchota-t-elle. « Duran doit être plus connecté que je ne le croyais. » Marcos et Helena arrêtèrent leur sortie triomphante. Marcos se tourna, et son visage déjà pâle devint blanc comme du plâtre. Il n'avait rencontré Don Arturo Vega que 2 fois. Une fois, pour demander la main d'Emilia, une réunion qui ressemblait plus à une déposition sous serment, et une autre au mariage. Il savait au niveau intellectuel que son beau-père était un homme puissant, mais il n'avait jamais compris la véritable échelle de ce pouvoir. Il avait vu les Vega comme archaïques et reclus, une relique d'une époque révolue. Il les avait fatalement sous-estimés. Arturo et Julien ne s'arrêtèrent pas à Marcos. Ils marchèrent directement vers Emilia. Arturo tendit la main et prit celle de sa fille, sa prise ferme et rassurante. Julien se tint de l'autre côté, une garde silencieuse et formidable. Ils formèrent un mur protecteur autour d'elle. « Tu vas bien, Emilia ?» demanda Arturo, sa voix basse et calme. Juste pour elle. Emilia leva les yeux vers son père, et pour la première fois ce soir, elle sentit que la glace autour de son cœur commençait à se fissurer. Une seule larme traça un chemin sur sa joue. « Non, » murmura-t-elle, sa voix se brisant sur un seul mot. « Mais je le serai. » Arturo lui serra la main. « Oui, tu le seras. » Puis il dirigea son regard, maintenant dépourvu de toute chaleur, vers Marcos. Il n'éleva pas la voix. Il n'avait pas besoin de le faire. Le simple poids de sa désapprobation était étouffant. « Duran !» dit-il, le nom sonnant comme une insulte. « Tu as fait en sorte que ma fille se sente indésirable. À sa propre fête d'anniversaire, devant ses amis, tu as amené cette personne vile dans sa vie, et tu l'as humiliée. » Il lança à Helena un regard d'un mépris si profond qu'elle recula physiquement. « Monsieur Vega, monsieur, » commença Marcos, la voix brisée. « C'est un malentendu. C'est une affaire de famille privée. »« Il n'y a rien de privé dans cette salle, » déclara Arturo catégoriquement. « Et tu as cessé d'être de la famille il y a environ 15 minutes. Tu as commis une erreur de calcul catastrophique. » Helena, enhardie par sa victoire et ignorante du véritable pouvoir auquel elle faisait face, se moqua. « Et qui êtes-vous, un vieillard essayant de défendre sa fille finie? Marcos et moi sommes amoureux. Nous allons avoir un bébé. Il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. » Julien fit un pas en avant. Son expression était orageuse. Mais Arturo posa une main restrictive sur le bras de son fils. Il regarda Helena comme si elle était un insecte curieux. « Jeune fille, » dit Arturo, baissant la voix à un niveau dangereusement silencieux. « Tu as confondu un moment de mauvais goût avec une victoire à vie, une erreur commune chez les myopes. » Puis il se détourna d'eux deux, les écartant comme complètement insignifiants.
Son regard se posa sur un homme à l'air pressé en smoking, le directeur général de l'hôtel El Monarca. Monsieur Ormendez, qui rôdait à proximité, se tordant les mains. Don Arturo Vega regarda le directeur, ses yeux ayant l'éclat froid et dur d'un homme sur le point de déplacer des milliards d'euros avec un seul ordre. « Vous, » dit Arturo, sa voix claire et résonnante, coupant le silence du salon. « Vous êtes en charge ici. » Le directeur se précipita. « Oui, monsieur Vega. Un honneur de vous avoir, monsieur. Y a-t-il un problème? » La véritable nature du problème était sur le point d'être révélée, et elle était bien plus grande que ce que M. Mendez pouvait imaginer. M. Mendez, le directeur général, fit pratiquement une révérence. « Un problème, monsieur Vega? N'importe quoi. Nous pouvons obtenir une escorte de sécurité. » termina-t-il, gesticulant vaguement vers la source de l'interruption, Marcos et Elena. Don Arturo Vega leva une main, un geste simple qui ordonna le silence absolu. Il ne regardait plus Marcos ni Elena. Pour lui, ils avaient cessé d'exister. Son attention était purement sur le lieu, la scène sur laquelle sa fille avait été si cruellement humiliée. « Le problème, monsieur Mendez ?» commença Arturo, la voix calme et délibérée, comme s'il discutait d'une modification mineure dans une réservation de dîner. C'est que cet établissement, ce magnifique salon, sera désormais associé pour toujours à un souvenir assez désagréable pour ma fille. Il fit une pause, laissant la déclaration flotter dans l'air. La foule était complètement captivée. C'était un drame bien plus convaincant que n'importe quel opéra. La famille Vega ne tolère pas les souvenirs désagréables, continua Arturo. Nous les effaçons, ou quand ce n'est pas possible, nous les acquérons aussi. Nous changeons le récit. Un murmure confus parcourut la salle. Les acquérir? Qu'est-ce que cela signifiait? Marcos resta là, regardant avec une horreur croissante sur son visage. Il commençait à comprendre l'abîme entre son monde de finances, à effet de levier voyante, et le monde de pouvoir silencieux et fondateur de la famille Vega. Il construisait des choses sur la dette et la spéculation. Eux possédaient la base. Arturo dirigea son regard perçant à nouveau vers le directeur. Le holding principal de ma famille est le groupe Global Vega, GGV. Je suppose que votre hôtel, El Monarca, fait partie du portefeuille de Sovereign Hospitality. Les yeux de M. Mendez s'écarquillèrent en dessous le choc. Oui, monsieur, c'est le cas. C'est ce que je pensais, dit Arturo avec un signe de tête. Mon fils Julien ici dirige notre division d'acquisition. Il a un œil sur Sovereign depuis un certain temps. Ils sont sous-évalués depuis leur dernier rapport trimestriel. Julien, quel était le chiffre dont nous avons discuté? Julien, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla avec la précision concise d'un chirurgien. Leur capitalisation boursière à la clôture de vendredi était d'environ 6,8 milliards d'euros pair. Nous détenons actuellement une participation non divulguée de 7%. Une offre agressive avec une prime de 25% serait de 8,5 milliards. C'est une offre en espèces qu'ils seraient légalement obligés de présenter à leur conseil d'administration. Compte tenu de leur dette actuelle, ils seraient fous de refuser. Une vague de halètements audible et sincère balaya le salon. Les gens ne chuchotaient plus seulement. Les téléphones étaient sortis discrètement. Les journalistes financiers parmi la foule écrivaient des messages frénétiquement à leurs éditeurs. Ce n'était plus seulement un potin social, c'était un événement qui faisait bouger le marché. Elena semblait complètement déconcertée. De quoi parle-t-il? Acheter un hôtel? Il ne peut pas simplement faire ça. « Chérie, dit Julian,
se tournant vers elle avec un regard de pitié. Nous n'achetons pas l'hôtel. Nous achetons la compagnie qui possède l'hôtel et les 37 autres propriétés de luxe dans son portefeuille international. Ce bâtiment est une erreur d'arrondi. Don Arturo Vega revint vers le stupéfait M. Mendez. Mon assistant personnel, M. Campos, a été au téléphone pendant la dernière demi-heure avec le président du Conseil de Sovereign. Ils viennent d'être informés de notre offre publique d'achat hostile imminente, qui sera présentée à l'ouverture du marché demain matin. Cependant, pour éviter tout désagrément, nous faisons une offre directe ce soir pour cette propriété spécifique, un paiement initial, pour ainsi dire. Il mit la main dans la veste de son costume et sortit non pas un chéquier, mais une chemise en cuir simple et élégante. Il l'ouvrit et montra une seule feuille de papier. Ceci est une lettre d'intention, soutenue par une confirmation de virement bancaire direct de notre banque à Zurich. Nous achetons l'hôtel El Monarca de Madrid, le terrain, le bâtiment, la marque, tout, avec effet immédiat. Le téléphone de M. Mendez vibra dans sa poche. Il le sortit, la main tremblante. Il regarda l'écran. Son visage prit la couleur du parchemin blanchi. Il leva les yeux vers Don Arturo Vega. Son expression d'étonnement et de terreur pure et inaltérée. « Je viens de recevoir un email de notre PDG, » bégaya le directeur. « Il dit de vous donner ce que vous voulez. La propriété est à vous, monsieur. Vega, bienvenue à El Monarca. » Silence absolu et profond. On aurait pu entendre une perle tomber sur l'épais tapis d'Aubusson. Don Arturo Vega hocha légèrement la tête. Satisfait. Maintenant, il possédait la scène. Il possédait le bâtiment. Il possédait tout le récit. Finalement, il dirigea son attention à nouveau vers Marcos et Elena, qui étaient figés, leurs visages des masques d'incrédulité. Le sourire triomphant d'Elena s'était évanoui, remplacé par une confusion à la mâchoire pendante. Marcos avait l'air de voir son monde entier liquidé sous ses yeux. « Eh bien, » dit Arturo, sa voix aussi froide que le cœur d'un banquier. « En tant que nouveau propriétaire de cet établissement, j'ai quelques changements immédiats à mettre en œuvre. Premièrement, la décoration de ce salon est maintenant officiellement de mauvais goût. Nous allons rénover. Deuxièmement, nous avons une nouvelle politique concernant les invités indésirables et la vermine. » Il regarda directement Marcos Duran. « Tu as 5 minutes pour quitter ma propriété, toi et ton associé. Après cela, je vous ferai sortir pour violation de propriété privée. » Le mot « violation » resta suspendu dans l'air, un dernier clou brutal dans le cercueil de la vie sociale et professionnelle de Marcos Duran. Il n'était plus un hôte dans un lieu prestigieux. Il était un intrus dans la plus récente acquisition des Vega. Les invités qui, quelques minutes plus tôt, regardaient Emilia avec pitié, regardaient maintenant Marcos et Elena avec un mélange de choc, de mépris et de peur. Ils assistaient à un jeu de pouvoir de proportions si épiques qu'on en parlerait pendant des décennies. Dans leur monde, la richesse était le pouvoir. Mais l'échelle du pouvoir des Vega était quelque chose dont la plupart d'entre eux n'avaient fait que lire. Ils venaient de voir un lion donner un coup de patte à une mouche. Marcos n'avait pas seulement été vaincu, il avait été réduit à l'insignifiance. Elena fut la première à réagir, son ignorance finalement transpercée par la réalité terrifiante de la situation. « C'est de la folie !» cria-t-elle, d'une voix aiguë et stridente. « Marcos, fais quelque chose. Tu es Marcos Duran. » Marcos ne semblait pas l'entendre. Il regardait Emilia, la femme qu'il avait écartée si nonchalamment.
Il la voyait enfin non pas comme son épouse calme et modeste, mais comme la fille de Don Arturo Vega, l'héritière d'un empire qu'il ne pouvait même pas comprendre. L'accord prénuptial qu'il avait signé ressemblait maintenant à une corde autour de son cou. Il était inébranlable, rédigé par l'équipe juridique de la famille Vega, conçu pour protéger ses actifs précisément de ce type de situation. Il sortirait du mariage avec rien de plus que ce qu'il avait apporté. Mais c'était pire que cela. Il travaillait dans la finance, un monde construit sur la réputation et les connexions. Ses plus gros clients, ses sponsors les plus importants. Combien d'entre eux avaient des liens avec le groupe global Vega? Combien d'entre eux l'abandonneraient demain pour éviter d'être du mauvais côté de Don Arturo Vega? Sa carrière était finie. Il ne connaissait simplement pas encore l'heure exacte du décès. Julian Vega s'approcha de lui, sa voix basse et menaçante. Les 5 minutes ont commencé il y a 4 minutes, Duran. Je suggère que tu partes. Oh, et au fait, mon père est membre du conseil du comité d'éthique de la CNMV, Commission nationale du marché des valeurs. Je m'assurerai que tes registres commerciaux des 5 dernières années soient impeccables. Nous avons le sentiment qu'il pourrait recevoir un audit anonyme très exhaustif très bientôt. Ce fut le coup final, et dévastateur. La menace n'était pas seulement une ruine sociale ou financière, elle était légale. C'était l'anéantissement total. Marcos saisit le bras d'Elena. Sa prise meurtrissait. « Nous partons », murmura-t-il, la voix un murmure étouffé. « Mais mon annonce !» protesta-t-elle, s'accrochant encore au reste en lambeaux de sa victoire. « La fête est finie !» grogna-t-il, et il commença à la traîner vers la sortie. La foule s'écarta pour eux une fois de plus, mais cette fois, ce fut avec un mépris non dissimulé. En passant par la grande arche, un flash d'appareil photo se déclencha. Un paparazzo d'un journal social avait capturé la marche de la honte. La photo serait en couverture de tous les magazines de potins le matin. Le divorce du milliard. Durant expulsé de sa propre fête, ils partirent. Le serpent avait été chassé du jardin. Le salon resta silencieux un instant. Et puis, il se passa quelque chose d'étrange. Doña Carmen de la Garza, la reine de la société, marcha résolument vers Emilia. Elle n'offrit pas de pitié. Elle offrit le respect. « Emilia, chérie, » dit-elle, sa voix pleine d'une nouvelle admiration. « Je suis terriblement désolée que tu aies dû supporter cela. Ta famille est remarquable. » Puis elle regarda Arturo. « Arturo, cela fait trop longtemps. » Ce fut un signal pour tous les autres. L'ordre social avait été rétabli. Emilia n'était plus la victime. Elle était la fille intouchable de la famille la plus puissante de la salle. Un par un, les invités s'approchèrent, offrant des excuses, du soutien et des invitations. Ils gravitaient vers le pouvoir, comme ils le faisaient toujours. Emilia ne ressentit rien d'autre qu'un engourdissement fatigué. Elle n'avait aucun intérêt pour leur loyauté volage. Elle regarda son père et son frère, sa vraie famille, son soutien inébranlable. « Pouvons-nous rentrer à la maison ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr, chérie, » dit Arturo, l'enveloppant d'un bras protecteur. « Rentrons à la maison !» Alors qu'il sortait du grand salon La Serenissima, son salon, maintenant, Emilia ne regarda pas en arrière. Elle passa devant les fontaines de champagne et les sculptures de glace extravagantes, devant les restes de son ancienne vie, et sortit dans l'air frais et propre de la nuit de Madrid. Elle ressentit un profond sentiment de libération. La douleur de la trahison de Marcos était toujours là, un hématome profond et sensible dans son âme. Il faudrait du temps pour guérir, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentit libre. Elle n'était plus Madame Marcos Duran,
l'épouse parfaite et tranquille. Elle était Emilia Vega. Elle faisait partie de quelque chose de complet, forte et durable. Elle était entrée dans cette fête comme une épouse dans une cage dorée. Elle en sortait comme une reine qui venait d'hériter d'un nouveau coin de son royaume. L'avenir était incertain, mais il était à elle pour l'écrire. Et elle savait avec une certitude qui s'installa profondément dans ses os que ce serait un chef-d'œuvre. Le trajet depuis l'hôtel El Monarca jusqu'au penthouse privé de la famille Vega, avec vue sur le parc du Retiro, se déroula dans un silence profond, presque sacré. La Maybach personnalisée se déplaçait dans les rues de la ville comme un fantôme, son intérieur insonorisé, isolant ses occupants de la cacophonie de la vie madrilène. Emilia s'assit entre son père et son frère, la soie saphir de sa robe, une touche de couleur profonde dans l'habitacle faiblement éclairé. L'adrénaline qui l'avait soutenue pendant la terrible épreuve publique commençait à diminuer, laissant un épuisement profond et une douleur creuse et rampante. Elle regarda les lumières floues de la ville, ne voyant pas la métropole vibrante, mais le fantôme du sourire triomphant d'Elena, écoutant l'écho du renvoi clinique de Marcos, le bébé. Le mot frappait son esprit avec une cruauté sourde et rythmique. C'était la seule partie de la trahison qui semblait personnelle, un coup dirigé vers sa vulnérabilité la plus profonde et privée. Quand ils arrivèrent, leur penthouse était un sanctuaire de luxe tranquille, à la différence de la grandeur opulente, presque théâtrale, du salon La Serenissima. La maison des Vega était un témoignage du pouvoir discret, de l'art de qualité muséale. Un Miro ici, un Goya là, accrochés sur des murs de plâtre vénitien. Le mobilier était moderne et minimaliste, choisi pour sa forme et son confort, non pour son ostentation. C'était un espace conçu pour penser, pour la stratégie, pour vivre, pas pour jouer la comédie. Arturo la conduisit vers un canapé profond et confortable, face à une fenêtre du sol au plafond, qui offrait une vue d'oiseau sur le parc. « Assieds-toi. »« Toi, Emilia, » dit-il doucement. « Julian, apporte un cognac à ta sœur. Je préférerais un thé, » murmura-t-elle. De la voix rauque, son père, l'homme qui commandait un empire mondial, acquiesça simplement, se tourna et alla lui-même à la cuisine mettre la bouilloire. Le simple acte domestique fut plus réconfortant que n'importe quel grand geste. Julien revint et lui tendit une tablette. Sur l'écran se trouvait la page d'accueil du Financial Times. Le titre était retentissant. Le groupe Global Vega initie une acquisition hostile de Sovereign Hospitality dans un mouvement dramatique et sans précédent. En dessous, un sous-titre. Des sources citent l'altercation publique lors d'un événement privé impliquant l'héritière de J.G.V., Emilia Vega, et son mari Marcos Duran, comme le catalyseur. « C'est déjà partout, » dit Julien, sa voix un murmure bas de fureur contenue. La presse économique le cadre comme un jeu de pouvoir. Les sites de potins, il fit une grimace. Ils appellent ça la chute du milliard. Cette photo de Duran et Thibault-Dutin est entraînée est l'image tendance numéro 1 en Europe. Emilia regarda l'écran. Une étrange sensation de détachement l'envahit. Elle avait l'impression de lire sur des personnages d'un roman, pas de vivre l'implosion de sa propre vie. « Vous avez fait tout ça juste pour moi? »« Non, » dit Julien, s'asseyant face à elle. « Nous l'avons fait pour la famille. Marcos Duran n'a pas seulement manqué de respect à sa femme ce soir. Il a humilié les Vega. Il l'a fait publiquement, pensant que nous étions trop distants ou trop reclus pour que cela importe. Il a traité notre nom de famille comme un accessoire dans sa petite pièce de théâtre sordide. C'est une menace existentielle que nous ne tolérons pas. »
Arturo revint avec un plateau contenant une théière en porcelaine et une seule tasse. Il versa le liquide ambré fumant et le lui tendit. Ses mouvements précis et calmes. « Ton frère a raison, » dit-il en prenant place. « Pendant des générations, le plus grand atout de notre famille a été notre réputation. Nous sommes connus pour être privés, oui, mais aussi pour notre intégrité et notre mémoire implacable. Quand quelqu'un attaque l'un des nôtres, il teste la force de toute notre fondation. Si nous permettons qu'une fissure apparaisse, toute la structure est compromise. La nuit n'était pas pour la vengeance, Emilia. C'était pour le renforcement. » Emilia enveloppa ses mains froides autour de la tasse tiède. « Qu'est-ce qui va lui arriver? Il est fini, » dit froidement Julien. À partir de ce moment, chaque ligne de crédit que Marcos Duran ou sa petite entreprise possédait a été gelée ou retirée. Les banques qui le finançaient sont les mêmes banques avec lesquelles nous faisons affaire depuis 50 ans. Un seul appel téléphonique de père a suffi. Ses investisseurs sont en panique. Ses partenaires essaient de prendre leur distance. À l'aube, Marcos Duran sera un nom si radioactif qu'il brûlera quiconque le prononcera. « Et elle ?» demanda Emilia, le mot ayant un goût de cendre. « Elena Reyes » continua Julien, ouvrant un autre fichier sur sa tablette. Une ancienne ambassadrice de marque et aspirante star de télé-réalité. Elle a un historique de s'attacher à des hommes mariés et riches. Le diamant Canary, d'ailleurs, était loué. La location expire mardi prochain. Je doute qu'elle puisse effectuer le paiement. Elle a cru qu'elle assurait un avenir. Au lieu de cela, elle s'est attachée à un paria avec une montagne de dettes et une enquête en cours de la CNMV. L'information fut livrée avec une précision chirurgicale, mais elle n'apporta aucune joie à Emilia. C'était juste un catalogue de ruines. Elle avait aimé Marcos. Elle l'avait aimé vraiment autrefois. Voir l'architecture de sa vie être systématiquement démantelée, même après sa monstrueuse trahison, la remplit d'une tristesse profonde et compliquée. « Père, » dit-elle en le regardant, ses yeux suppliant la compréhension. « Le bébé. » Elle a dit qu'elle était enceinte. « Lys. » L'expression d'Arturo s'adoucit. Il tendit la main et la plaça sur la sienne. « Et si elle l'est, l'enfant sera un petit-fils Vega et il sera pourvu à ses besoins. Nous ne sommes pas des barbares, Emilia. L'enfant est innocent. Mais ses parents ont pris leur décision. Leurs conséquences sont les leurs. » À ce moment, Emilia comprit. Moment, le pouvoir de sa famille n'était pas seulement dans sa capacité à détruire, mais dans son code de conduite inébranlable. Ils étaient impitoyables avec leurs ennemis, mais ils protégeaient les leurs, même ceux qui n'étaient pas encore nés. Elle prit une gorgée de thé. La chaleur se répandit dans sa poitrine. Les larmes qu'elle avait réprimées toute la soirée arrivèrent enfin, non pas en un torrent hystérique, mais en un flot silencieux et constant de douleur pour l'amour qu'elle croyait avoir, l'avenir qu'elle avait rêvé et l'innocence qu'elle avait perdue. Son père et son frère ne parlèrent pas. Ils s'assirent simplement avec elle, dans la citadelle du silence, un front uni, la laissant enfin se briser pour qu'ils puissent commencer à la reconstruire. Question interactive. Moitié. À ce stade, la famille Vega a choisi le pouvoir total. Pensez-vous qu'il était juste qu'ils utilisent l'argent et les connexions de leur famille pour détruire complètement la carrière de Marcos? Ou aurait-il dû se limiter au divorce? Commentez votre avis et dites-nous si vous pensez que la justice d'entreprise est la meilleure vengeance. Une semaine plus tard, Emilia se trouvait non pas dans un cabinet d'avocat, mais dans la cavité caverneuse, et maintenant vide,
du grand salon, la Serenissima. Les lustres opulents étaient recouverts de toile, les tapis d'aubusson avaient été roulés, et le mobilier doré avait disparu. La salle était nue, un squelette attendant une nouvelle identité. L'air sentait la poussière et le potentiel. Ça avait été une semaine d'efficacité implacable et silencieuse. Les procédures de divorce étaient en cours, gérées par l'avocate la plus formidable de la famille Vega, une femme connue dans les cercles juridiques comme le marteau de velours. Marcos, comme prévu, n'avait contesté aucun point. Sa reddition fut totale et immédiate. Il avait renoncé à ses droits, ses réclamations et sa présence dans sa vie d'un coup de stylo. Emilia avait reçu un seul et pathétique message texte de lui. « Je suis désolé, je n'ai jamais compris. » Elle l'avait effacé sans répondre. Les rapports de son équipe juridique peignaient un tableau sombre de sa nouvelle réalité. Louis et Elena étaient réfugiés dans un appartement loué à Gibraltar, la presse campant dehors. Sa firme s'était effondrée. Ses partenaires l'avaient poursuivi. L'audit de la CNMV était réel et avait découvert d'importantes irrégularités. Elena, loin d'être la victorieuse qui se délectait, aurait été entendue lui crier qu'il avait ruiné sa vie. La grande histoire d'amour qu'ils avaient proclamée s'était transformée en un cauchemar amer et claustrophobe créé par eux-mêmes. Emilia ressentit une pitié distante, mais rien de plus. Son attention était sur l'avenir, et il commençait ici, dans cette salle qui avait été le lieu de sa plus profonde humiliation. Son père lui avait donné carte blanche. « Le monarcat est à toi pour le gérer », lui avait-il dit. Un projet, quelque chose sur quoi se concentrer. Elle se tenait avec l'architecte principal des projets caritatifs de la Fondation Vega, une femme brillante nommée Lena Petrova. « Il a de bons os », dit Lena, sa voix résonnant dans l'espace vide. « Des proportions classiques. Que vois-tu pour lui, Emilia ?» Emilia marcha vers le centre de la salle, au même endroit où elle avait été isolée et seule. Elle se rappela les centaines d'yeux fixés, les chuchotements, les mots venimeux d'Elena. Une personne moindre aurait pu démolir l'endroit, l'effacer de la terre. Mais Emilia était une Vega. Ils n'effaçaient pas l'histoire, ils la remodelaient selon leur volonté. « Je vois un lieu pour le public », dit Emilia, de la voix claire et forte. « Il manque à cette partie de la ville un centre culturel important. Le Prado est trop loin pour ces communautés. Je veux transformer ce salon, toute cette aile de l'hôtel, en l'annexe Vega d'art contemporain. » Les sourcils de Lena se levèrent de surprise et de plaisir. « Emilia, c'est ambitieux. » « Ambitieux. Le coût, la logistique. La fondation le financera, » déclara Emilia simplement. « Je veux que ce soit un lieu de beauté, d'apprentissage. Entrée gratuite. Je veux que les écoliers viennent ici et voient leur premier chef-d'œuvre. Je veux que les artistes en difficulté aient un endroit pour exposer leur travail. Je veux prendre un espace qui a été construit pour le luxe privé et excluant, et le transformer en quelque chose qui redonne. Nous transformerons un monument à la vanité, testament à la créativité. » Elle regarda la grande arche où Elena avait fait son entrée. « Ça, ce sera l'entrée principale. Nous abattrons les portes. Ce doit être ouvert, accueillant, un endroit où personne ne se sent indésirable. » Dans cette décision, quelque chose de complet changea en elle. Elle ne faisait pas que guérir. Elle créait. Elle prenait le moment le plus laid de sa vie et utilisait ses fondations pour construire quelque chose de beau et durable. C'était un pouvoir plus grand que d'acheter une entreprise ou ruiner un ennemi. C'était le pouvoir de la transformation. Plus tard cette nuit-là, de retour au penthouse,
Emilia se tint devant une peinture qu'elle avait demandé de faire venir du domaine familial de Bilbao. C'était un portrait de Sophonisba Anguissola, une artiste féminine du XVIe siècle qui avait canalisé son propre traumatisme dans des œuvres d'art puissantes et provocantes. La peinture représentait une femme à la volonté forte et intelligente, regardant le spectateur. Son expression n'était ni heureuse ni triste, mais pleine d'une profonde résilience. Emilia vit un reflet d'elle-même, non pas dans le visage de la femme, mais dans son esprit. La douleur de la semaine dernière était réelle, une cicatrice qu'elle porterait toujours. Mais ce n'était plus une blessure, c'était une partie de son histoire, le chapitre qui avait terminé un conte de fées et commencé une épopée. Elle n'était plus seulement une épouse, une fille ou une victime. Elle était Emilia Vega, mécène, bâtisseuse, une force. Elle avait trouvé sa propre toile, et elle commençait à peine à peindre. Et ainsi, Emilia Vega partit. Non vers une fin, mais vers un commencement. L'histoire de cette nuit devint une légende dans les cercles d'élite de la ville. Une histoire d'avertissement sur la différence entre l'arrogance bruyante et le pouvoir silencieux. Marcos Duran et Elena Reyes disparurent des pages de la haute société. Leurs noms devinrent synonymes d'humiliation publique. Ils obtinrent l'avenir qu'ils voulaient, mais il fut construit sur une fondation de scandale et d'exil social. Mais pour Emilia, l'histoire fut celle de la revendication. Elle redécouvrit sa passion, non seulement pour l'art, mais pour l'héritage que sa famille avait construit. Elle assuma un rôle actif dans la Fondation Vega, devenant l'une des philanthropes les plus respectées de la ville. Elle apprit que la vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à la façon dont on se relève. Et cette nuit-là, soutenue par l'amour inébranlable de sa famille, elle se leva comme un phénix. Appel à l'action finale et réflexion. Qu'avez-vous pensé de la réaction épique de la famille Vega? Changeriez-vous quelque chose à la façon dont Emilia a transformé son humiliation en un héritage? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires où celui qui semblait faible obtient sa vengeance définitive et satisfaisante, assurez-vous d'aimer cette vidéo. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de voir ça. Et abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer une autre histoire de revendication et de justice épique.